Histoire 2. Podcast d'histoire courte. Épisode 5. La peur au ventre. De Sébastien Jousset, lu par David Borance. Je me réveille en sursaut. Mon cœur bat à toute vitesse. Tout de suite, je sens que ça y est. Le moment que je redoutais tant est arrivé. Cela fait des semaines que ma captivité a commencé. Des semaines que je patauge dans ma merde, ma pisse et dans cette obscurité qui me bouffe. Enfermé, attaché sans savoir ni pourquoi ni comment. Les premiers jours, blotti dans un coin de ma geôle, enchaîné au mur, j'avais tout d'abord tenté de comprendre où j'étais. Je ne me souvenais de rien. Je ne reconnaissais ni l'endroit, ni le bruit extérieur qui me parvenait étouffé à certains moments de la journée. Effrayé, au bord des larmes, j'avais tout d'abord entrepris de crier, de cogner contre les murs, mais voyant le néant qui me répondait de plus en plus fort, je renonçais. De toute façon, l'énergie me manquait rapidement. À la fois essoufflé et lourd, ma captivité pesait sur chaque partie de mon corps. Mais quelques heures supplémentaires d'inactivité me relançaient à l'assaut des murs jusqu'à l'épuisement. Et ainsi de suite. Mes pensées aussi étaient courbaturées. Impossible de les dérouiller. Chacune d'entre elles, enfin formulée au prix d'un effort monstrueux, s'avérait très primaire. La solitude, l'obscurité, la chaleur étouffante et surtout cette peur qui me tordait le ventre m'embourbaient jour après jour dans un cercle apathique. La peur, me direz-vous? La peur avant la perplexité? La peur avant le désespoir? Oui. La captivité en soi n'était rien. Au fil des jours, je me rendais compte que j'étais là pour un dessein bien précis. À force de frapper sur les murs, j'avais remarqué quelques traces de sang qui reflétaient par endroits. Ça avait glacé le mien. Je n'étais pas le premier à être passé par ici et la captivité dans cette cellule, pour mes prédécesseurs, se terminait apparemment très mal. Il y a eu ensuite un deuxième coup de semonce. Après un temps d'adaptation, je distinguais de mieux en mieux le bruit extérieur qui filtrait au travers les murs. Il me fallut bien des heures pour admettre que j'entendais des voix, des rires, des cris, du chahut et des débats. On vivait à côté de moi, de l'autre côté, comme si de rien n'était. Ma geôle se situait à portée d'une voie de vide salon ou plutôt de salle à manger. C'est surtout cette obsession à me nourrir encore et encore comme les oies avant Noël qui acheva de me convaincre. Gavé jusqu'au front, je grossissais à vue d'œil. Additionné au manque d'activité physique, je devins bientôt dodu à souhait. Peu importe qui était derrière ces murs, j'allais finir dans leur ventre. Je n'étais ni dans une geôle, ni dans une prison, mais dans un garde-manger. Cela ne faisait maintenant aucun doute. N'arrivant pas à pleurer, je passais des jours à grogner. Des grognements crispés, agités, spasmodiques. J'étais terrorisé. La porte était à la fois mon salut et mon trépas. Située tout au fond, à peine visible car derrière un mur de verre dépoli, elle ne laissait rien transparaître. Cette porte était ma seule issue. Mon seul espoir d'échapper à mon triste sort. Les quelques incursions de mon geôlier que je voyais au travers de la vitre trouble me pétrifiaient. Était-ce le moment? Va-t-il me sortir de là pour me découper et me manger? Non. Il allait et venait de temps en temps, simplement pour contempler l'évolution de mon embonpoint. Étais-je suffisamment grassouillet, juteux? Pourrais-je nourrir assez de personnes? Un court regard me soupesait au travers de cette porte avant de me replonger dans ma solitude. Au fil des semaines, ma geôle me paraissait de plus en plus petite et les incursions de mon geôlier me terrifiaient davantage. Si bien que toute idée d'évasion s'était noyée dans l'atmosphère de ma captivité. J'avais élu domicile. La peur m'avait fait chérir cet endroit et cette porte était devenue, à mes yeux, synonyme de trépas. Je me réveille en sursaut. Mon cœur bat à toute vitesse. Tout de suite, je sens que ça y est. Le moment que je redoutais tant est arrivé.
J'ai envie de pleurer, mais je n'y arrive toujours pas. Un cri. J'entends un cri aigu et perçant plein de souffrance qui perfore le mur contre lequel je m'étais lové. Les murs tremblent. Tout mon corps vibre de terreur avec eux. Je vois pétrifié que la porte s'ouvre progressivement. Je n'avais même pas remarqué que la vitre de verre avait disparu. Il est là. Mon geôlier me contemple de son regard froid. Enfin un visage. Malgré mon épouvante, je me rue vers la lumière. Tentant mon va-tout, je fonce sur la porte, me recroquevillant de toute ma masse pour renverser cet enfoiré. Ma détermination a l'air de porter ses fruits. Après quelques bousculades, je me retrouve hors de ma prison. La lumière m'éblouit, l'air se fait irrespirable. Au pas de la porte, j'aperçois, trouble, mes ravisseurs qui me contemplent à distance raisonnable. C'est alors que l'un d'entre eux se précipite vers moi et me saisit de toutes ses forces à deux mains. Il me tire vers l'avant, je ne veux pas. Tout mon corps se déchire de rage et de douleur. Toujours pas de pleurs. Je veux retourner dans ma cellule. Les mains me soulèvent d'une force vertigineuse, je me retrouve loin du sol. Soudain, une des mains de l'homme qui me tenait lâche l'étreinte. L'autre reste forte, impossible de me dégager, c'est là que je comprends. La main revient, armée d'une paire de ciseaux aiguisés. L'homme lance son bras prêt à me frapper. Je ferme les yeux. Je m'abandonne. Le bruit de ma chaîne qui se brise me sort de mon hébétude. Je rouvre les yeux, les pose dans ceux du ravisseur. Il me sourit. Malgré mon corps perclus de douleur et ma peur débordante, je me sens libéré. Il a rompu ma chaîne, il m'a sauvé. Et comble du bonheur, je parviens enfin à pleurer dans ses bras. Mon père me dit alors « Ça va aller mon petit gars ».